refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Dans son message à Nation le 31 décembre dernier, le président Paul Biya disait exactement ceci, un extrait de ce qu'il disait. Dans un environnement macroéconomique fortement perturbé par la pandémie du Covid-19, il a fallu continuer à garantir la compétitivité du secteur privé. Il n'échappe à personne que cette pandémie a entraîné un renchérissement du fret maritime avec pour incidence immédiate une inflation du coût des produits de première nécessité. C'est donc conscient des sacrifices considérables que les opérateurs économiques nationaux ont consentis pour atténuer les effets de la pandémie que j'ai instruit le gouvernement de réduire de 80% le montant du fret maritime à intégrer dans le calcul des droits de douane. Le président Paul Biya continue en disant le gouvernement devra également poursuivre les échanges avec le secteur privé à l'effet d'identifier les mesures supplémentaires susceptibles d'être mises en œuvre. Au demeurant, nous devons nous atteler à réduire nos importations et à accroître le volume de nos exportations en augmentant la production locale si nous voulons relever le défi de la croissance. Sonne ainsi Paul Biya. En tout état de cause, il nous appartient de créer les conditions d'une croissance plus forte, durable, inclusive et génératrice d'emplois, notamment pour notre jeunesse. Celle-ci est et demeure la principale bénéficiaire des réformes que nous mettons en œuvre dans différents domaines. Et donc on refait le Cameroun de manière exceptionnelle ce matin sur les questions économiques de l'heure pour les Camerounais. C'est quoi l'inflation? À quoi est due l'inflation? Comment ça affecte les entreprises? Comment ça affecte l'État? Comment ça affecte l'économie nationale? Comment d'ailleurs ce n'est pas comment ailleurs ce n'est pas vu comme pour un problème pour l'économie, le concept de déflation? Comment on fait pour lutter contre l'inflation? Comment on fait pour juguler l'inflation? Comment le transport maritime, les ports de Douala, Limbe et Kribi peuvent-ils baisser sensiblement les coûts du supply chain, par conséquent maîtriser l'inflation? C'est quoi le système de supply chain? Et donc voilà les questions auxquelles on va évidemment s'atteler à répondre ce matin avec notre invité exceptionnel, Élisée Yonta. Il est banquier d'investissement, professeur de finance, analyste financier. Bonjour Élisée Yonta. Bonjour Monsieur Évariste Fo-Poussi. Vous avez toujours cette confusion à faire, Évariste, hein? C'est bien Éric Fo-Poussi. Monsieur Éric Fo-Poussi, toutes mes excuses. Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Meilleurs vœux également. Bonjour Boron Bengan. Bonjour Monsieur Fo-Poussi Negou. Bonjour à nos auditeurs, notre invité. Voilà. Alors, Élisée Yonta, je l'ai dit, on parlera de ces questions qui préoccupent les Camerounais avec la montée, on va le dire, l'explosion des prix des produits, de multiples produits sur le marché. D'abord, c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est une hausse des prix de produits de consommation courante d'une année sur une autre. Par exemple, on prend ce qu'on appelle un panier de biens. Donc, généralement, dans le panier de biens, on prend les produits alimentaires, on prend le prix des matériaux de construction, on prend le prix des loyers, dont les revenus locatifs, on prend le prix des appareils ménagers, on prend le prix du transport urbain dans la ville et du transport interurbain. Donc, quand vous déplacez le taxi, le ramassage dans la ville de Douala et le transport interurbain, quand vous passez par exemple de Douala à Yaoundé, ou bien de Yaoundé à Garoua ou Ngaoundéré. On prend le prix des produits médicaux, donc les produits pharmaceutiques et des soins médicaux. On prend également le prix des loisirs. Par exemple, quand vous allez vous asseoir dans un bar pour distraire, vous consommez une bière, combien ça coûte? On prend le prix de télécommunications. Quand vous utilisez votre téléphone pour appeler, combien ça coûte de crédit de communication, que ce soit le fixe ou le téléphone portable ou la connexion Internet. On prend le coût de l'accès à l'éducation. Par exemple, quand vous envoyez votre enfant à l'école, combien est-ce que la pension coûte? Et donc, on prend aussi le prix d'autres biens et services, qui peuvent être des biens et services annexes. Et on mélange, par exemple, comme le prix des vêtements,
le textile, des choses comme ça, le prix de l'électricité, de l'eau. Et on constitue ce qu'on appelle un panier de biens. Et dans ce panier de biens-là, chez nous, on a ce qu'on appelle l'Institut national de la statistique, INS, qui prélève les prix d'une année à l'autre et vérifie que les prix restent stables ou que les prix augmentent. Par exemple, dans le cas de notre pays, et pas seulement de notre pays, le choc Covid a généré une hausse brutale des prix. Et donc, on va mesurer les prix de l'année A à l'année B et on va regarder si les prix ont augmenté. Donc, on calcule ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Il ne faut pas que ça effraie nos auditeurs. Ça veut simplement dire qu'on prend la liste de tous les produits que j'ai cités là, mais c'est le ministère de l'économie et de la planification qui décide. Et on calcule le prix. On relève les prix en 2019, on relève les prix en 2020. Si les prix en 2020 ont augmenté, on vérifie de combien est-ce que les prix ont augmenté sur les marchés. Si les prix en 2021 ont encore augmenté, on vérifie de combien les prix ont augmenté. Et si les prix augmentent, à ce moment, on dit qu'il y a de l'inflation. Mais l'inflation peut aussi être due au fait qu'on a une monnaie qui n'est un système monétaire qui n'est pas bon. Ça veut dire que l'État, on a vu ça dans les pays comme le Zimbabwe, l'État imprime de la monnaie parce que quand certains pays ont une monnaie nationale et que la banque centrale n'est pas bien gérée, ce que le politique fait, c'est qu'il imprime de la monnaie et il distribue à tout le monde au lieu de demander aux gens d'aller travailler. Les gens restent à la maison, ils dorment et on imprime la monnaie en leur donne. La conséquence, c'est qu'il y a tellement d'argent en circulation dans l'économie et l'argent perd de sa valeur. Ça veut dire qu'en ce moment, on parle d'inflation galopante. Ça veut dire que c'est à 2000%. C'est que, imaginez qu'au Cameroun, vous vous levez un matin, vous voulez acheter un pain et le pain, c'est 1 million de francs CFA. Et comme il y a tellement d'argent, tout le monde peut se payer un pain à 1 million de francs CFA. À partir de ce moment, on parle d'inflation galopante. La monnaie perd sa valeur initiale. Voilà oui, mais dans le cas du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Parce que les ménages constatent une augmentation d'ailleurs des prix partout au marché. Dans le cas du Cameroun, expliquez-nous concrètement ce qui se passe et à quoi c'est dû. Oui, dans le cas de notre pays, déjà j'aimerais souligner que la Banque centrale, dont la BA, c'est vrai qu'on critique parce que le rôle de la BA, malheureusement, de notre Banque centrale, tel que ceux qui l'ont conçu à l'origine jusqu'à aujourd'hui, n'a été que de combattre l'inflation. C'est dommage, elle devrait faire autre chose. Mais au moins, on peut relever que ce système monétaire-là nous tient loin de l'inflation parce qu'il ne permet pas aux politiques d'imprimer les billets et de les déverser dans l'économie de manière abusive pour qu'il y ait l'inflation galopante. Nous n'avons pas connu l'inflation galopante. L'économie camerounaise se tient bien. Bon. Maintenant, au Cameroun, on a constaté l'inflation. J'aimerais faire une précision. C'est que le gouvernement chez nous dit que l'inflation était de 2%. Il est passé à 2,4%. Je ne suis pas d'accord parce que le gouvernement américain, par exemple, dit que l'inflation était de 7%. Chez nous, je ne suis pas d'accord pour une raison que je vais expliquer simplement, pour ne pas créer de polémique du tout. C'est que si vous prenez dans ce qu'on appelle le panier, l'indice des prix à la consommation que l'Institut national de la statistique utilise, si vous mettez là-dedans exclusivement des produits soumis à homologation des prix et que les prix sont bloqués, alors l'inflation est de 2%. C'est ce qu'on fait dans notre pays. Ça veut dire qu'on met en grand pourcentage le carburant. Bon, l'État a tout fait pour que le carburant n'augmente pas. Donc, j'expliquerai pourquoi l'inflation a un incident sur les finances publiques. L'État a tout fait, par exemple, pour que le prix du taxi, le ramassage, n'augmente pas, pour que le prix du transport interurbain n'augmente pas, etc., etc. Bon. Si vous mettez seulement ça dans l'indice des prix à la consommation, en calculant, on va s'apercevoir que les prix n'ont pas augmenté. Mais si là-dedans, vous commencez à mettre les matériaux de construction, comme le fer à béton, si vous commencez à mettre certains autres produits, vous mettez par exemple les prix des produits de consommation courante, le riz, la tomate, etc., vous allez vous apercevoir que l'inflation au Cameroun, comme on dit, corrigée, a été au-delà de 10%. Mais je ne veux pas engager une polémique.
Je dis simplement qu'il y a eu l'inflation, vous l'avez vous-même cité à l'entrée de votre émission, le président a constaté qu'il y a l'inflation dans le pays. Bon, l'inflation donc affecte d'abord les ménages parce que cela diminue leur pouvoir d'achat. Oui. Quand vous êtes un père de famille et que vous avez par exemple 5 enfants, plus vous et votre femme, ça fait un ménage donc de 7 personnes. Si votre consommation de riz, c'est 1 sac par mois, si le riz passe de 12 000 à 25 000, il est évident qu'il ne vous faudra plus consommer 1 sac de riz, mais il faudra consommer en valeur nominale l'équivalent de 2 sacs de riz. Ça veut dire que ce que vous dépensez pour acheter 1 sac de riz, il va falloir dépenser maintenant le prix de 2 sacs de riz pour en acquérir 1. Oui. À partir de ce moment, votre pouvoir d'achat baisse parce que peut-être le surplus d'argent que vous avez mis pour acheter le sac de riz, c'est cet argent qui permettait de régler les factures d'eau et d'électricité. Donc les ménages auront tendance à s'endetter ou les ménages auront tendance à couper dans leur budget de dépenses courantes, ce qui va les appauvrir davantage. Par exemple, on peut décider que le répétiteur qui venait aider les enfants à faire leurs devoirs et à mieux comprendre leurs leçons ne viendra plus. Donc ça affecte les ménages de manière très sensible. Donc il est important pour l'État de trouver des mesures pour pouvoir régler l'inflation. Oui. Je dirais aussi que dans notre pays, l'inflation a un côté structurel qui est dû à la haute extraversion de notre économie. Oui. Je reviens encore à votre introduction. Vous avez bien dit, Paul Biya lui-même a dit qu'il faut trouver un moyen de limiter les importations, commencer à produire ce que nous importons aux besoins exportés pour être plus compétitifs. C'est l'un des moyens d'être à l'abri de ce qu'on appelle les chocs exogènes. Ça veut dire que dès qu'il y a une augmentation, un triplement du fret maritime, ça affecte automatiquement l'économie camerounaise sans capacité pour nous de pouvoir réagir. Donc c'est là-dessus que j'expliquerai beaucoup de choses avec ce qu'on pouvait faire avec le port de Kribi, Douala et autres. Et je donnerai D'accord. Oui, justement, comment le transport maritime, les ports de Douala, Limbe, Kribi peuvent-ils contribuer à baisser sensiblement les coûts de supply chain et par conséquent maîtriser l'inflation? D'abord, c'est quoi le système de supply chain? Le supply chain, c'est l'approvisionnement de l'économie. Surtout les entreprises. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des ménages, mais je n'ai pas parlé des entreprises, je n'ai pas parlé de l'État. J'aimerais dire au moins un mot là-dessus. Oui, allez-y. Avant d'expliquer ce que c'est que le supply chain. L'inflation affecte aussi les entreprises. Je prends un exemple. Dans le cas de la crise de Covid, là, pour parler de ce qui se passe à présent. Dans le cas de la crise Covid, prenez une entreprise qui fabrique, les entreprises qui fabriquent les pâtes alimentaires, par exemple, les meuniers, donc qui fabriquent la farine pour le pain, qui fabriquent les pâtes alimentaires. Vous avez des entreprises au Cameroun qui fabriquent la farine pour le pain, les pâtes macaroni et l'alimentation pour nourrir les poulets, les levages. Si des entreprises comme ça, elles doivent importer le blé, elles doivent importer le maïs, elles doivent importer les œufs séchés. Voilà les 3 produits dont elles ont besoin pour travailler. Et ces 3 produits constituent 80% de leur coût. De leur coût de revient. Parce que la main-d'œuvre, c'est très faible. L'énergie, bon, c'est quelque chose. On est 70%. Bon. Si brutalement le prix du fret maritime triple, si brutalement le prix du blé chez le producteur en Amérique, en Russie, en Turquie double, vous comprenez bien que si ces gens avaient le coût de revient de la tonne dans leurs entrepôts à Bonabéry était de 100 000 francs, on peut passer facilement de 100 à 500 000 francs. Or, au Cameroun, vous savez que pour contenir l'inflation, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a tendance à homologuer les prix. Même alors qu'on a supprimé le contrôle des prix depuis, mais ça reste d'une autre façon, en homologuant les prix. Donc, il peut faire augmenter brutalement les prix comme ça. Sinon, les populations vont se soulever. Donc, il y aura des négociations avec le ministère du Commerce. Donc, le prix d'acquisition de la matière première étant multiplié par 4, par 5,
et les prix à la consommation ne pouvant être augmentés brutalement. Par exemple, on ne peut pas dire que le prix du paquet de sachets de spaghettis va passer de 500 à 2000. Donc, il faut une négociation avec l'État pour trouver un moyen. Donc, Paul Biya dit qu'il a instruit qu'on ramène à 80% le prix du fret maritime, ce qui fait qu'on se retrouve à peu près dans ce que c'était avant la hausse sur les marchés internationaux. Disons encore bien moins, mais l'autre partie va compenser un peu les hausses de prix internationaux. Mais il faut encore d'autres efforts là-dessus. Donc, ça affecte les entreprises. Ça affecte les entreprises parce que les coûts des entreprises, nous sommes une économie extravertie. Oui. On pouvait produire le blé dans le nord du Cameroun. On pouvait produire le maïs dans le plateau la Damawa. On pouvait produire les œufs séchés. Je rappelle que le feu Bernard Dionga, personne, quand il était venu ici dans l'Indiana avec un projet en main de production des œufs séchés. Mais la grippe aviaire a un peu freiné son projet. Donc, ça, c'est des choses qu'on pouvait faire dans notre pays. Et si on fait ça, à ce moment-là, s'il y a une crise comme la crise qu'il y a eu là, le Cameroun est protégé parce que les facteurs que les industriels utilisent pour produire la farine de beignet, la farine de pain, les pâtes macaroni, les aliments pour nourrir la volaille, qui comptent à 70% dans le prix de revient de la volaille, ce seront les facteurs que nous produisons localement. Mais comme notre économie est extravertie et que nous importons ça, lorsqu'il y a une inflation sur le prix du transport, une augmentation des prix du fret maritime et une augmentation des prix d'acquisition de la matière première, les entreprises sont étranglées. Ce n'est que l'État qui peut les sauver à partir de ce moment. Ensuite, ça affecte aussi l'État parce que lorsque l'État consent, le seul moyen là maintenant pour l'État, c'est de dire je ne veux pas que vous augmentez les prix, je vais vous accorder des baisses d'impôts, je vais vous accorder des subventions sous forme de, comme vous avez vu par exemple, on dit voilà, parce que quand vous achetez une marchandise à 500 francs et vous payez le transport à 100 francs, pour calculer les droits de douane, on fait 500 plus 100 francs et ça fait 600 francs. C'est la base imposable. Mais maintenant, l'État dit bon, vous allez mettre 10 francs. Donc on va mettre 510 francs. Donc ça diminue le montant des droits de douane à payer, mais c'est l'État qui paie les impôts. C'est l'État qui paie les impôts. Et c'est pour ça que vous avez vu l'État qui vous a sorti les impôts sur les transferts d'argent, parce que c'est pour compenser les pertes qui sont dues au fait qu'on va subventionner des entreprises industrielles. Sinon, elles vont doubler, voire tripler leur prix. Et les ménages risquent de prendre la rue pour commencer à manifester leur mécontentement. Donc, c'est important que notre pays ait une stratégie structurelle de tenir de l'inflation. Ce n'est pas seulement quand il y a des crises comme la crise de Covid qu'on doit penser qu'est-ce qu'on devait faire pour réguler l'inflation. Ça doit être un travail de tous les jours. Oui, mais est-ce que l'inflation, avant qu'on aille sur la question des ports et tout le reste, est-ce que l'inflation est toujours une mauvaise chose? Non, l'inflation est une bonne chose pour l'économie, mais ça dépend dans quelle proportion l'inflation est. Ça permet de parler un peu de la déflation. Vous avez entendu, parfois on parlait au Japon ou bien aux États-Unis, la grande dépression des années 30-33, ça a été créé par la déflation. Au Japon aussi, la crise économique, ça a été créé par la déflation. La déflation, ça veut dire lorsque les prix baissent tellement. Lorsque les prix baissent tellement, c'est pas bon. C'est pas compliqué. J'explique. Vous achetez un taxi à 2 millions. Vous le mettez en route parce que le ramassage est à 200 francs. Et quand vous faites vos calculs, vous dites, bon, si le ramassage est à 200 francs, je vais pouvoir avoir une recette de 10 000 francs. Ça veut dire que par jour, ça veut dire qu'environ sur 3 ans, je peux amortir mon taxi. Sauf que si les prix passent de 100, le ramassage passe de 100 à 150 francs, quand vous allez faire les calculs de vos rentrées d'argent, c'est les plus 3 ans qu'il vous faut. Peut-être qu'il vous faudra 5 ans. Et en sachant que plus le temps passe, plus le véhicule s'use et plus la maintenance coûte cher. À partir de ce moment, la déflation va décourager les investissements des gens. Les gens vont dire, non, ça ne donne pas, le prix est très moins cher. Donc les industriels même commencent à freiner la production. Les investisseurs ne sortent plus les nouveaux projets de carton parce que les prix baissent. En ce moment, la Banque centrale, une des solutions, est obligée de ramener les taux d'intérêt à zéro. Or, quand les taux d'intérêt de la Banque centrale sont à zéro,
Le loyer d'argent dans les banques à 1%, mais les banques ont tendance à spéculer sur les marchés au lieu de prêter l'argent pour l'économie. Donc ça crée une dépression économique. Donc l'inflation est bonne quand elle est dans une fourchette de 2 à 5%, je dirais. Disons ça comme ça. De 2 à 5%, parce que ça devient comme une incitation pour les gens à produire. Sauf que le problème aussi dans le cas du Cameroun, et il faut le mentionner, c'est que l'inflation chez nous, bon, l'État globalement se débrouille un peu bien, il dit un peu, pas vraiment, parce que je ne veux pas trop taper sur eux là. Et je dis encore que... Il ne faut pas trop taper sur eux. Non, mais parce que si on prend les prix à la consommation, tel que le gouvernement les calcule pour annoncer 2%, moi je peux les recalculer là et vous montrer que ça fait 17%. Ça dépend de quel bien on prend. Donc quand ils prennent les biens homologués, si vous prenez les prix du carburant que l'État subventionne, que ça ne bouge pas, et que vous calculez ça d'une année sur l'autre, vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'inflation au Cameroun. Mais est-ce que si vous prenez les prix de la tomate, est-ce que si vous prenez les prix du riz, est-ce que si vous prenez le prix des livres, des fournitures, est-ce que si vous prenez les prix du sable, est-ce que vous prenez le prix du camion de gravier, est-ce que si vous prenez le prix de la barre de fer, est-ce que vous pouvez dire que l'inflation reste stable? Le prix reste stable sur le marché? Non, parce que ce ne sont pas des produits homologués. Or, dans une économie où la population est jeune, il y a une loi en économie qu'on appelle la loi de Engel. Parce qu'on ne peut pas mesurer l'inflation au Cameroun comme on a mesuré aux États-Unis. Je m'explique pour que les gens comprennent bien. Oui. Il y a une loi en économie qu'on appelle la loi de Engel. Quelle loi? La loi... Pardon, Élisée, quelle loi? La loi de... La loi de Engel. Engel, d'accord. Qui dit que lorsque la population est pauvre ou bien le revenu des gens est faible et modeste, c'est le cas au Cameroun. 80% des Camerounais n'ont pas un revenu. Est-ce que 80% des Camerounais touchent plus d'1 million de francs CFA par mois? Non. Donc, lorsque les revenus sont modestes, on a un SMIC à 36 000 francs CFA. Lorsque les revenus sont modestes, l'essentiel de l'argent, ça veut dire 80-90% de l'argent que les gens touchent, sont consacrés à la consommation des biens primaires et élémentaires. Primaire. Un beignet, c'est primaire par rapport à un smartphone, iPhone par exemple. Je ne veux pas de publicité. Donc, les gens utilisent le peu d'argent qu'ils ont d'abord pour survivre. Manger, payer des médicaments quand on est malade, essayer d'avoir un petit toit, avoir accès à l'eau, payer le savon. Regardez vous-même ce que nous achetons, l'huile, le riz, la farine, le plantain. C'est des choses très primaires qui ne subissent aucune transformation. Bon, à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne prend pas ces biens primaires pour calculer l'indice des prix à la consommation, on prend seulement les biens sophistiqués et homologués. À partir de ce moment, on risque de ne pas voir l'inflation. Mais si on commence à mettre les biens primaires comme la tomate, parce qu'on ne peut pas faire pratiquement un repas au Cameroun sans mettre la tomate, sans mettre l'huile de palme, etc. Et quand vous avez 8 enfants à la maison, il faut d'abord les nourrir. Ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas le carburant, c'est d'abord la nourriture. On suivit. Donc à partir de ce moment, si on met la tomate, si on met le fer à béton, si on met le riz, si on met le haricot, etc., on va se rendre compte que les prix à la consommation, ce sera plus de 2%. Les prix à la consommation, l'inflation sera plus de 2%. L'inflation va monter très rapidement à 15, 17, voire 20%. Donc c'est pour ça qu'on peut, d'un côté, l'INS annonce une inflation à 2,5%, mais le président l'a repris dans un discours dit attention, il y a l'inflation dehors. Si c'était à 2%, il n'aurait pas vu que c'est alarmant. S'il dit qu'il y a l'inflation là dehors, c'est parce qu'il y a d'autres études qu'on lui montre qui disent que voilà, l'inflation à 20%, il faut tout faire pour la ramener à 5%. Ok, on marque une courte pause. Orbégan prendra la parole tout à l'heure pour évidemment réagir sur cette première partie. Avec vous, Élisée Yonta, banquier d'investissement, professeur de finance et analyste financier. Madame, Monsieur, à tout de suite. Merci de nous retrouver sur Radio Equinox. Cédric Ding, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. La revue de presse. La pensée du jour. Un intellectuel assis vaut mieux qu'un idiot debout. Pensée de Mbombok. Tous les auditeurs qui sont là devraient prendre des notes. Un intellectuel assis vaut mieux qu'un idiot debout.
Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette première livraison de la semaine de la revue de presse. Première partie pour la ville de Douala. Nous prenons le chemin des kiosques et des journaux ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui nous propose de nous intéresser à une petite incongruité, à savoir le phénomène de désertion des stades durant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, le journal La Nouvelle Expression qui qualifie la mesure gouvernementale de mesure cosmétique. Les élèves qui sont pourtant loin d'être des clients des stades de la Coupe d'Afrique des Nations vont être les victimes collatérales de, je cite, l'amateurisme des décideurs. Le député Jean-Michel Nitche qui s'exprime sur ce communiqué rendu public par le gouvernement mettant une cessation d'activité scolaire à 13h et la fermeture des administrations publiques à 14h. Objectif, rehausser la jauge de fréquentation des stades durant la compétition, durant la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le député Jean-Michel Nitche, la pilule a du mal à passer et il dit, je cite, cette décision revient à privilégier la distraction au profit de l'éducation et de la performance tant souhaitée par l'administration publique. Comment est-ce que le gouvernement en est arrivé à vouloir sacrifier le processus scolaire au cours du deuxième trimestre pourtant qualifié d'être le trimestre de la mort? Alors, préférons-nous la distraction à l'éducation? La question est posée et les réponses se trouvent en page 2 du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression nous conduit encore une fois sur les terrains de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021 et nous parle en prévision de cette confrontation entre le Cameroun et le Cap-Vert, les deux équipes qui se connaissent bien et justement le Cameroun qui est en quête d'une autre victoire, c'est ce que nous dit La Nouvelle Expression en mentionnant que les poulains de Conceição rentreront dans l'arène ce soir afin de confirmer la première place acquise lors de leurs deux premières victoires face aux sélections du Burkina Faso et de l'Éthiopie. Le Cameroun qui a souvent connu d'énormes difficultés face aux requins du Cap-Vert, réussiront-ils à renverser les statistiques qui ne jouent pratiquement pas en leur faveur et bien sûr à gérer le 9 points gagnant pour aborder la suite de la compétition sereinement? Analyse des forces en présence, c'est à lire en page 8 du journal La Nouvelle Expression. Fermons La Nouvelle Expression et prenons l'œil du Sahel de ce matin. L'œil du Sahel qui nous emmène sur les chemins des transferts d'argent et bien sûr de la taxe qui a été imposée depuis le 1er janvier 2022 et se pose une question. L'œil du Sahel, à savoir, faut-il avoir peur de la taxe? Faut-il avoir peur de ces taxes qui ont été imposées sur les transferts d'argent? Et pour cela, il fait parler un fiscaliste, Ousmaïla Bouba, à qui le journal pose un certain nombre de questions, parmi lesquelles les taxes sur les transferts d'argent sont-elles sans fondement? C'est autant de questions. Ou bien encore, peut-on parler d'une double taxation quand c'est fait à la fois sur les retraits et sur les envois? Les questions qui sont posées à ce fiscaliste, il répond en page 2 du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Et c'est avec ce titre de L'œil du Sahel que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette première livraison de la revue de presse pour la ville de Douala. Et nous allons mettre le cap sur Angola, la capitale, la ville aux 7 collines. Je ne sais plus trop comment l'appeler, mais elle doit avoir plusieurs autres noms. Mais lui, il n'en a qu'un seul, le latéral moderne de l'information au Cameroun, Marcelin Ganson. Bonjour. Cédric dit bonjour. C'est vrai que je préfère le poste d'attaquant, hein? Même si c'est vrai que le latéral joue un rôle très important. Et on le voit aussi bien avec nous, Tolo, qu'avec Faye Collins, au sein des Lions indomptables du Cameroun. Justement, ce matin, la presse s'intéresse à cette sortie des Lions indomptables du Cameroun tout à l'heure face à l'équipe du Cap-Vert, et qui très souvent nous a mis en difficulté. Et vous le verrez ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune, qui indique que cet après-midi, l'enjeu est important, aussi bien pour les Lions indomptables que pour l'équipe du Cap-Vert, qui est également à la quête d'une qualification. Et pour cette raison, il faudrait que tous soient au stade. C'est la grande une de Cameroun Tribune qui indique que le chef de l'État a envie de permettre aux Camerounais de participer activement à la fête sportive qui se déroule dans notre pays, vient donc d'instruire le gouvernement de procéder à un réaménagement des horaires de travail et même de classe pour permettre justement aux compatriotes qui sont fans de football
de vivre les rencontres, notamment cet après-midi au stade d'Oulembe, une décision jugée inédite par Cameroun Tribune, qui également relaie l'appréciation des supporters dans l'édition qui est en kiosque en ce début de semaine. C'est quasiment la même information que vous verrez ce matin à la une du journal L'Intégration, qui, au-delà de cet acte du chef de l'État, nous propose une enquête comment Covid-19 virus la canne. Le journal veut savoir que la pandémie impose une résilience imprévue aux équipes, à leurs encadreurs et même aux autorités camerounaises qui sont obligées de prendre des mesures, notamment pour amener les supporters à arriver dans les stades, soupçonnés d'être jaunis par les tromperies en tout genre. Le protocole sanitaire promu par la CAF peine à incarner la solution jusqu'ici, telle que vous le verrez dans les colonnes du journal Intégration. Avec mutation, c'est davantage la menace fantôme qui est brandie à la une de ce journal. Cette menace fantôme, évidemment, c'est le Covid-19 qui, d'une façon ou d'une autre, a un impact sur le déroulement de la compétition. Comment le coronavirus déstabilise les équipes et hypothèque la compétitivité du tournoi. C'est ce que nous propose ce matin le quotidien Mutation, qui ne manque pas également de dire un mot sur les horaires de classe réaménagés à la faveur de cette compétition pour permettre aux élèves et même davantage aux enseignants d'aller supporter, pour le cas d'espèce, les Lions indomptables du Cameroun. Ce matin, le journal Éco-Santé parle du pari réussi sur le plan sanitaire jusqu'ici, entre visites inopinées du ministre de la Santé publique, l'élargissement des points de vaccination dans les villes où se tient la plus prestigieuse compétition continentale. Il n'y a que le dispositif de testing du Covid mis en place dans les aéroports, ainsi que d'autres actions fortes ont permis jusqu'ici aux soldats de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes pour un succès total sur le plan sanitaire. C'est en tout cas ce que nous propose ce matin en une, le quotidien Éco-Santé, qui est de retour en kiosque après 2 semaines de réajustement. Ce matin également, la presse est intéressée par les recettes produites ces dernières années par la Direction générale des impôts. C'est l'information à la une du quotidien de l'économie, des recettes fiscales mobilisées qui sont passées au double en 10 ans. C'est ce que vous verrez dans le rapport décennal de la Direction générale des impôts, rapport décennal sur la période 2010-2019, une structure que dirige Modeste Mopa Fatouan et dont les résultats donc sont salués ce matin dans les colonnes du quotidien de l'économie. Souvenez-vous, Jean-Claude Atangana Bikwe, l'ancien administrateur du fonds routier, a été interpellé et écroué à la prison centrale de Yaoundé. Ce matin, le journal Kalara nous apprend que c'est sur la base d'une plainte du ministre des Travaux publics que ce dernier a été interpellé par le tribunal criminel spécial. Le ministre qui donc a fait remarquer à travers une plainte qui avait des détournements de fonds publics à hauteur de 9 milliards de francs CFA au fonds routier. Vous aurez donc dans les colonnes du journal Kalara des détails sur l'interpellation de l'ancien administrateur du fonds routier et puis même la polémique qui est née suite à la fuite de certains suspects qui sont également dans le cadre de cette affaire concernée. C'est donc la grande une ce matin de l'hebdomadaire Kalara. Nous allons terminer cette revue de presse deuxième partie avec ce matin le quotidien Le Jour qui parle de la crise anglophone et de 8 employés de la CDC qui ont été enlevés. Ces derniers se rendaient dans les plantations quand ils ont été kidnappés par des hommes armés non identifiés. Avec le quotidien L'Info à chaud, et nous terminons par là. 2 informations ce matin. D'abord, la première concerne cet accident dont a été victime l'un des véhicules de Samuel Eto'o-Fils qui veut finir avec Eto'o. C'est ce que nous propose ce matin le quotidien L'Info à chaud. Et puis le journal parle également de ce soutien du président de la CAF à l'église catholique du Cameroun.
Patrick Motsepe, qui a donc offert 115 millions de francs CFA à la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Cela est relayé ce matin dans les colonnes donc du quotidien L'Info à chaud. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse, deuxième partie en direct de Yaoundé. On vous retourne l'antenne à Douala pour la suite du café matinal. Il y a ce même mardi pour le même exercice et avec le même plaisir. Merci Marcelin Ganso. Madame, monsieur, on poursuit cette émission de ce lundi 17 janvier 2022 avec Bertrand Bonzini qui assure à la mise en onde. Bonjour chez vous du lundi au vendredi de 6h à 9h. On fait le Cameroun ce matin sur la question de l'inflation avec notre invité au téléphone, Élisée Yonta. Il est banquier d'investissement, professeur de finance et analyste financier. Bon, Bengan, tout à l'heure on a écouté ce qu'a expliqué Élisée Yonta. Quel est votre regard? C'est à deux niveaux. Il a effleuré l'aspect purement technique. Il a dit qu'il n'effleure pas l'autre aspect. Mais c'est malheureusement de ce côté-là qu'il faut voir. Parce que quand il a parlé de la BEAC, vous ne pouvez pas faire l'analyse des politiques de finances ou monétaires si vous n'y mettez pas 75% de doses politiques. Oui. Vous serez obligé justement d'utiliser, j'allais dire, un langage diplomatique où les gens ne comprendraient pas. Il faut dire, l'économie, c'est un peu comme la médecine, c'est des sciences exactes. Et des sciences exactes. Ici, je pense qu'on peut avoir 3 points. Et maintenant, on peut s'entendre. Je pense, premier point, le discours du chef de l'État, je pense que c'était le 31 décembre 2018. Le président Biya s'était indigné du fait que certains pays se lancent dans le protectionnisme, un certain nombre de choses là énoncées. Vraiment, ça pourrait, non pas ça pourrait, ça nous amène à ne plus avoir des statistiques fiables parce que voilà, il y en a qui peuvent. Mais ça entre donc dans ce qu'on appelle là, lui il connaît ça mieux que moi, notre invité, à cette fausse théorie qu'on apprend toujours aux gens. Et je ne sais pas si ça continue à être aujourd'hui. On vous dit, les marchés s'autorégulent. Or, tout le monde sait que c'est faux. Dans le présent. Deuxième chose, c'est la sortie du JICAM dernièrement, qui entrait dans le même sens. Le JICAM vous dit, les choses risquent d'être. Parce que. Il y a des données sur le plan international que si on n'ajuste pas véritablement à l'intérieur, ça n'ira pas. Mais pourquoi? Et c'est là le troisième problème. La troisième chose qu'il faudrait, de mon point de vue, mon modeste point de vue, il faut toujours intégrer. Cette histoire-là, et je voudrais que les économistes comme notre invité et certains de ses collègues, surtout universitaires, nous éclairent davantage sur ce qu'on appelle le consensus de Washington. Sinon, on restera... Oui, la BEAC montée, la BCAO, les tous. Non, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Cette chose qu'on appelle la mondialisation, là où le consensus de Washington, c'est ça qui régule l'économie jusqu'à aujourd'hui. J'aime citer, parce que là, quand on parlait souvent des douanes, où le premier point des 10 points de consensus de Washington, il est à 2 variantes. Il faut baisser les impôts sur les riches pour pousser ceux-ci à effectuer les investissements avec l'argent que les impôts n'ont pas pris. Deuxièmement, il faut faire payer les impôts par plus de gens. Naturellement, ce qui revient à faire payer toujours plus d'impôts par un nombre toujours plus grand de gens ayant de faibles revenus. Là, c'est un commentaire que j'ai ajouté. Deuxième chose, et c'est là où ça commence à être plus intéressant, il faut libéraliser rapidement et totalement les marchés financiers. Ça veut dire qu'en fait, l'économie mondiale s'engage dans la spéculation. Troisième chose, dans les pays du tiers-monde, il faut traiter de la même manière les investissements nationaux et les investissements étrangers pour que ces derniers, c'est-à-dire les étrangers, se sentent protégés afin de les faire venir, sinon ils ne viendront pas. Nous avons eu, pour notre cas, investir au Cameroun, d'aide d'attractivité. Je ne sais pas combien sont venus. Quatrième point de ce consensus de Washington. Partout dans le tiers-monde, partout,
dans le monde et surtout dans le tiers-monde, il faut démanteler le secteur public. En particulier, il faut privatiser tout ça, on connaît. Mais ce qu'on ne dit pas assez justement, c'est que cela, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'abandon du volet social de l'économie. Comment les États peuvent maintenant orienter les politiques sociales, notamment produire les premières nécessités, l'électricité et l'autre, les services de base et tout. Si vous avez libéralisé, vous ne maîtrisez plus rien, y compris le secteur énergétique. On commence à se battre là. 5e point du consensus de Washington, il faut supprimer toutes les règles contraignantes dans l'économie. Ce qu'ils appellent là-bas les plans de déréglementation maximale. Pour laisser libre cours à la concurrence. Ça revient avec le premier point que j'ai dit. Tout ça, c'est connerie. 6e point, il faut renforcer la protection de la propriété privée partout. 7e point, il faut développer la libéralisation des échanges. Par exemple, ils avaient prévu qu'on allait baisser de 10% par an les tarifs douaniers pour les supprimer totalement. C'était ça l'orientation. On avait vu les APE, les Européens ont fait ceci. 8e point, il faut en priorité favoriser les secteurs économiques capables d'exporter. Car le libre commerce progresse par les exportations. Mais là, maintenant, je fais un bémol. On oublie évidemment de préciser que ces exportations servent surtout à procurer des devises servant à rembourser la dette extérieure. Donc, le dada chéri des FMI et tout ça. C'est là donc, dans un autre problème de démocratie qu'on a. Est-ce que nos États peuvent faire un peu comme le Mali? Il a dit que je conserve tout ce que je vends à l'étranger, je conserve les devises. C'est-à-dire qu'il fait contrôler son économie, non plus par la banque, mais par le trésor malien. Il dit que bon, ça me permet d'acheter les armes à la Russie avec les devises que nous conservons. Nous, on les conserve ailleurs. 9e point, il faut appliquer une politique qui limite le plus possible les déficits budgétaires. Bon, c'est ça qu'on vous parle, l'équilibre, on a monté, voilà, et tout ça. 10e point, pour créer la nécessaire transparence du marché, il faut supprimer toutes les subventions et autres dons de l'État aux opérateurs privés. En particulier, les États du tiers-monde qui subventionnent les prix des produits de première nécessité, notamment alimentaires, pour garder ces prix à un bas niveau et aider ainsi les citoyens pauvres. Voilà ce qu'ils pensent être. D'accord. Ils doivent supprimer toute subvention. Mais vous pouvez imaginer un seul instant que les Américains, l'Union européenne ne puissent pas subventionner les agriculteurs. Et on vous dira, non, le libre concurrence, vous pouvez concurrencer quoi? Qui? À quel niveau? Voilà ces 10 points-là, en fait, pris ensemble, vous vous rendez compte de l'intervention de GICAM dernièrement. Est-ce que nos États, pris individuellement, peuvent faire face? Non, on avait donc mis un appareil, en réalité, qui nous maintient sous perfusion, nos soi-disant banques centrales. Parce qu'on contrôle, oui, voilà, c'est quand même acceptable, le taxi, bon, et les produits pétroliers à la pompe, on a vu la péréquation, CSPH et tout ça, on a fait que. Voilà où on en est. Donc en fait, on est dans la hausse des prix. Nous ne commandons pas parce que précisément nous subissons davantage. Est-ce que nous pouvons donc oser avoir ces choses? On vous dit non, vraiment ces équilibres-là vont faire que demain, si on vous dit qu'un pain qu'on achetait à 150, c'est devenu 1 million, est-ce qu'on va mettre l'argent dans les brouettes? Justement, chaque économie, chaque pays sérieux, en le sachant, peut donc réguler. C'est ce que nous, par exemple, nous les indigènes africains, nous avons conseillé au Premier ministre malien dernièrement de commencer à battre monnaie, de savoir, d'envisager cette procédure-là. Donc, quoi qu'il arrive, comme la médecine, on peut vous faire une chirurgie. Vous avez, je ne sais pas, mon furoncle, un truc ça, ou même une occlusion intestinale, parce que l'occlusion intestinale, on vous dit que les intestins sont atteints on va vous faire une chirurgie qui va faire mal. Mais en fait, c'est pour traiter.
C'est pour traiter l'occlusion intestinale que vous avez. Et après, vous vous sentez mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Et nos économies, le drame, je termine par là, c'est peut-être parce que, comme nous sommes dans des enclos coloniaux, on nous amène à réfléchir de manière individuelle. Le Gabon a fait que, le Cameroun fait que, et tout, de telle manière que même au niveau de la CEMAC, qu'il y a un petit marché, on n'arrive même pas à accorder nos violons. Au niveau de la CEAC, donc les 10 pays, dont la CEMAC plus la RDC, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, on n'arrive pas. Voilà où c'est qui nous bloque en fait de marché. Créons d'abord un marché, essayons de voir à l'intérieur du marché comment les choses font, mais comment vous pouvez être dans une banque centrale, quelqu'un a sa minorité de blocage, vous faites comment? Donc c'est tout ça. Il suffit que quelqu'un tousse à Paris ou à Washington. Nous, on est éternué ici. On est grippé ici parce que lui, il a toussé là-bas. Voilà où on en est. Alors, Élisée Yonta, justement, je vous relance sur ces différents aspects politiques que relève ce matin Bambok. Comme je dis toujours, j'apprécie beaucoup Bobo Mbengan. Moi, je l'écoute beaucoup dans votre radio et même dans votre télévision. J'apprends beaucoup de tout ce qu'il dit, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Je vais dire quelque chose à Bobo Mbengan. Une fois qu'il a exposé le consensus de Washington, moi, lorsque j'arrive aux États-Unis, je vais dans une cérémonie dans un hôtel 5 étoiles et je m'aperçois que le pain que les gens dont censés avoir un certain revenu, disons ça comme ça, des millionnaires mangent, s'appelle banana bread. C'est un pain fait à base de banane. La farine de banane. Et ils disent que, et je leur demande, mais pourquoi vous ne mangez pas le pain fait à partir de la farine de blé? Ils disent que ce n'est pas bon pour la digestion. Le pain qui est bon, c'est pour la farine de banane. Où vient la banane? La banane vient du Cameroun. Est-ce que si on se met à fabriquer aujourd'hui le pain fabriqué à partir de la farine de banane, qui est le pain que Bill Gates et Elon Musk mangent, si on donne ça au Camerounais de manger, est-ce qu'il va manger? Oui. Ah, ce serait une bonne chose. Le pain Kumba. Ça, le pain Kumba. On l'a commencé à manger comme... à le faire, il faut donc le faire. Mais c'est là, excusez-moi, je vous coupe pas, pardonnez-moi. Eh bien, c'est justement cela. Comment se fait-il que vous pouvez me dire, on vous dit privatiser, liquider, tout ce que vous voulez. Le chef de l'État sort même une ordonnance en décembre 90, la première société allait être liquidée. C'est l'Office camerounais de la banane. Prenons seulement ça. Donc, justement, nous sommes dans vous l'avez dit d'ailleurs, une économie extravertie. Mais souffrons, acceptons de souffrir un peu avec les gens comme vous, comme les ingénieurs que vous avez, pour maintenant mettre en place. Voilà. Attends, Bobo Mbengan. Je vais dire une chose. Vraiment, il faut vraiment pas. Je veux que les Camerounais comprennent bien et je remercie que Bobo Mbengan ait soulevé ça. Si un seul instant les Camerounais croient que l'Amérique, où il y a Washington, la capitale, est un pays libéral au sens de ce qu'il a lu dans le consensus de Washington, j'y vis et j'y travaille et je vous dis que c'est faux. Je ne l'ai pas dit. Non, attendez, je suis encore là. Les États-Unis, justement, même une entreprise privée, qui est, comme vous avez une expression aussi qui me fait souvent honte, parce que ça me fait rire, citoyenneté, une entreprise citoyenne. Là-bas chez eux, une entreprise citoyenne qui a des problèmes, l'État y met de l'argent, même si vous êtes privé. L'État y met de l'argent et contrôle. Il vous dit, voilà, mais... Non, ne pensez pas que j'ai énoncé des choses comme ça. On peut aller dans les détails, cher ami. J'en venais. Je vais dire la chose suivante. Vous avez un économiste américain qui s'appelle Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz qui a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il avait renversé la table, il avait détruit ces idées-là en disant que ce n'étaient pas des bonnes idées.
Et Joseph Stiglitz est celui qui a travaillé avec l'administration Clinton ici, là. Et ils ont remis en place tous les programmes sociaux qu'on avait précédemment coupés. Et ils ont démontré les limites de ce modèle économique-là. Je veux dire que ce qui est gênant, moi je ne suis pas là pour accuser les autres. Je suis Camerounais comme vous. Quand ça va mal dans notre pays, les intellectuels camerounais, s'il en reste encore, doivent se lever pour... vous avez vu combien d'intellectuels camerounais qui ont osé se dresser contre le FMI. Ça fait 40 ans, moi je l'ai dit dans une présentation publique, ça fait 40 ans qu'on a poussé notre pays à faire d'austérité budgétaire. C'est ce que vous avez dit dans le consensus de Washington, dans ce que vous énoncez dans le consensus de Washington. 40 ans que le gouvernement fait l'austérité budgétaire, on a coupé tous les filets sociaux. Si on élimine la bourse, je vais vous dire, quand vous voulez aller à l'université aux États-Unis, les études ça coûte $600,000 et les bourses c'est $300,000. Rien que les bourses qu'on vous donne. Rien que les bourses. Ce que l'État vous donne. Je ne parle même pas ce que les entreprises privées vous donnent. Au Cameroun, il n'y a plus de bourse. Comment on fait pour former des ingénieurs dans les secteurs de pointe si on a supprimé la bourse? Je prends rien que ça. Aux États-Unis, vous imaginez si on fait, vous avez vu, Biden est arrivé, il a dit qu'il faut remettre les childcare. Ça veut dire que les gens travaillent, ne peuvent pas garder leurs enfants. Mais on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent garder leurs enfants dans une garderie, pour payer une femme qui vient garder leurs enfants. Les gens qui ont des parents malades, un pays, ça marche comme ça. On a fait de l'austérité budgétaire. Moi, je fais partie de ceux qui disent, et qui l'ont crié depuis, qu'il devrait avoir des gens autour du président pour lui dire comment on sort de l'austérité budgétaire le plus tôt possible. Je ne suis pas un homme politique, mais moi, j'ai eu le courage de m'engager derrière quelqu'un comme Maurice Kamto. Parce que justement, c'est ce que j'essayais de lui démontrer, de lui dire, voilà, il faut ramener la balle au centre, parce qu'on est allé trop loin dans ce que je peux dire, dans la libéralisation de notre économie. Il faut que l'État commence à aider les entreprises, les petites entreprises. Il faut que si vous permettez une seconde, s'il vous plaît. Justement, vous dites qu'il faut que l'État commence. Nous, on le dit dès 91, lorsque le chef de l'État... Écoutez, une seconde, je vous prends une seconde, parce que là, vous allez développer beaucoup de choses. Une fois, on n'est pas obligé d'avoir une carte de militant. Nous avons formé un groupe depuis février 1991. Ce groupe a été réactivé en octobre 1999 dans la perspective du sommet France-Afrique de Yaoundé. Vous savez très bien que le thème de ce sommet de janvier 2001, c'était la mondialisation. Les gens ont refusé. Nous sommes restés une poignée de personnes seulement. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'être militant pour le faire. Parce que justement, l'engagement de consensus de Washington, c'est un engagement politique et stratégique. Nous-mêmes, on est même allé jusqu'à vous dire que le Cameroun n'était pas obligé d'accepter. Mais justement, puisque Paul Biya lui-même, quand il lance le 6e plan quinquennal, le 14 août 1986, il dit non. Son ministre des Finances, Sadou Ayatou, à l'époque, il nous surprend, il revient un mois après. Il dit, mais on est déjà au FMI, on fait d'autres choses quelques 10 ans après. 95, ce fameux discours du jeudi, le 1er juin 1995, quand il parlait de bout du tunnel, nous, on voyait tous les projecteurs sont au rouge. Mais le type, s'il parle de quoi là? Et justement, le lendemain, vendredi, le 2 juin, la SOTUC avait fermé. Le drame, c'est que le ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, perd son âme. Il fait une interview fleuve à Jeune Afrique Économie où vous montre comment le Cameroun va sortir de la crise. Mais on dit, ces gars de Yaoundé ont perdu la tête. Donc, chaque fois, on les suit parce que précisément, qu'on soit militant ou pas, quand vous avez un tableau de bord comme le consensus de Washington, vous avez l'obligation d'engagement citoyen en disant aux gens, on est mort là. On est en train de mourir. Du moins en disant qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça. C'était ça le truc. Il ne faut pas faire ça. Notamment, je termine par là. Au moins pour une fois, lui aussi il est décédé. Mais son adjoint est là, M. Kemajou de la SNEC. Nous, on s'était engagé, on n'a rien sur le plan de tout qu'on dit, c'est les gars du système. Mais quand il fallait refuser la privatisation de la SNEC, quel lobbying on n'a pas fait? On leur dit, voilà, on ne peut pas. Personne n'a pu.
Même M. Kemajou est là, c'est Oubouifege qui est mort, il peut vous le témoigner. Donc en réalité, ce qui arrive là... Et d'ailleurs que je paye 1 mètre cube d'eau aujourd'hui à 575 francs CFA. Voilà. 1 mètre cube d'eau, c'est extraordinaire. Donc voilà des choses. Donc en fait, il fallait donc aller à la mobilisation citoyenne pour dire aux citoyens camerounais, comme à Yaoundé, il n'y a pas de concertation, les gens pensent que quand vous bénéficiez de la faveur d'un décret, vous connaissez tout. Jésus, Mahomet, de Bouddha, vous parlez la nuit. D'accord. On va laisser Élisée Yonta préciser ce qu'il a à dire. Allez-y, Élisée. Je n'ai pas à préciser, je ne suis pas d'accord avec Bonbon Bengan. Je le dis clairement. Pas d'accord parce qu'il a parlé du consensus de Washington. Je veux dire qu'on ne peut pas justifier les échecs économiques au Cameroun en évoquant le consensus de Washington. Je ne suis absolument pas d'accord. D'abord parce que le consensus de Washington... Non, je ne dédouane pas le mauvais management de l'État. Justement, je vous dis comment on s'est engagé. L'État est resté autiste. Je ne justifie pas. J'ai dit seulement qu'il y a de fausses théories. Je ne dédouane pas l'État. J'ai dit que l'État est resté autiste. Il faut que j'utilise le mot. D'accord. Nous, parce que c'est depuis février 91 qu'on leur dit ce n'est pas la voie, ils sont restés autistes. On est là où on est aujourd'hui. D'accord. Allez-y, Je voudrais dire une chose. Je dis le consensus de Washington, c'est une résolution qu'on a prise à l'issue d'un sommet. Exactement comme vous avez vu par exemple le sommet France-Afrique, et à la sortie là on a fait une résolution. Ça n'engage ni les élus français, ni les citoyens français, ni les élus africains, ni les citoyens africains. Simplement, il y a une attitude, et vous pouvez le voir, vous qui êtes Camerounais, au Cameroun, vous le voyez. Au Cameroun, les ministères fonctionnent sur la base des possibilités de prêt qu'il y a auprès des bailleurs de fonds internationaux. Les gens, il y a eu une extraversion mentale et une extraversion managériale dans notre pays. Ça veut dire que une fois qu'on est là, je vois souvent ça dans les journaux, ça me rend malade. Oh, vraiment, bonne nouvelle, on a encore trouvé 200 milliards auprès de tels bailleurs de fonds internationaux, etc., etc., etc. Mais je ne vois jamais les gens me dire, mais on a une banque centrale. Que fait la banque centrale pour injecter de l'argent dans l'économie afin que le crédit soit accessible aux PME, PMI? Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre banque centrale, c'est de nom. Non, s'il vous plaît, elle est là de nom, ce n'est pas la nôtre. Non, laissez-moi m'exprimer. Non, vous ne pouvez pas enlever ça, cher ami. Vous ne pouvez pas. Si vous me coupez à chaque fois, je peux pas m'exprimer. Si vous me coupez à chaque fois, je peux pas m'exprimer. Pas à chaque fois. La première partie, je vous ai laissé développer. Maintenant, on va aller et on échange un peu progressivement. Je vous coupe. Je vous ai laissé la première partie développer sans vous couper. Le consensus de Washington dont vous parlez là, ce n'est qu'une résolution. Ici aux États-Unis, à peine on avait énoncé le consensus de Washington qu'un économiste qui s'appelle Joseph Stiglitz est sorti et il a déchiré le consensus de Washington et on lui a donné le prix Nobel d'économie. Et ce Joseph Stiglitz avait un autre qui s'appelle Larry Summers. Ils sont allés travailler avec Bill Clinton et ils ont corrigé tous les effets de ce consensus, de ces politiques libérales qui avaient eu de leurs prédécesseurs. C'est donc ce que nous recommandons. Voilà, dans notre pays, les gens doivent avoir le courage de se tenir debout. C'est donc, vous me rejoignez donc. C'est ça mon discours. Vous me rejoignez. Vous voyez donc que vous me rejoignez. Voilà, les gens doivent avoir le courage. C'est ça que je dis. Parce qu'on a un problème chez nous. Dès qu'un Camerounais sort des États-Unis et parle, on va lui coller sur le dos le fait que c'est un libéral qui est en train de parler. L'Amérique n'est pas libérale. Bernie Sanders n'est pas libéral. Bernie Sanders est plus à gauche que le communiste français. Absolument. Vous me rejoignez donc maintenant. Vous voyez donc que vous me rejoignez. Donc, c'est un choix. Les gens, à un moment, ont préféré l'argent pour donner les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds leur imposaient des conditionnalités et ça a placé notre pays dans le gouffre. D'accord. Donc, il dit que les gens ont préféré l'argent du FMI et de la Banque mondiale. C'est pour ça que je vous ai dit lui-même, le président Paul Biya, si vous êtes à Yaoundé, allez au ministère de l'économie, du plan de la planification. C'est un gros livre. On dit tout sur le 6e plan. Donc, justement, vous me rejoignez pour leur dire que les États-Unis, même si vous avez votre entreprise à capitaux 100% privés, et que vous avez le statut, entre guillemets, d'entreprise citoyenne, si on sent que vous pouvez vous allez à la banqueroute, l'État y injecte les argent, vous appuie. C'est ça que nous disons. Pourquoi on ne le fait pas ici?
Bon, on l'a fait avec Mais il y a on la ne ligne le fait pas ici 94. parce que c'est Non, la ligne ouais. 94, les gens distribuent l'argent, c'est pas ça. C'est pas ça, la ligne 94. C'est ça la ligne 94. Non, oui, bon, allez-y, Élisée, on t'a pas pardon, laissons Élisée aller jusqu'au bout. Allez-y, Élisée, je vous en prie. Oui, Élisée, rapprochez votre téléphone, votre bouche, hein, parce que ça Ouais, mon fuit. téléphone de la bouche, ouais. L'une des raisons pour laquelle j'aurais fait une précision. La Chine a multiplié, c'est-à-dire que quand on prend les statistiques chinoises de 1970 à 1990, au milieu des années 90, sur 30 ans, la Chine a divisé les coûts de revient dans son économie par 3 et elle a multiplié les salaires par 3. Oui. Ça veut dire qu'un téléviseur qui était fabriqué en Chine à 120 000 en 1975, aujourd'hui il est fabriqué à 40 000 francs. Et un ouvrier chinois qui touchait 40 000 en 1975, aujourd'hui plus 120 000 francs. Tout à fait. Le secret de ça provient du fait que les Chinois ont fait des réformes dans le supply chain. Absolument. Le supply chain, ça veut dire le processus d'approvisionnement de l'achat de la matière première au fournisseur jusqu'à l'usine, de la transformation et la vente jusqu'au consommateur. Ça veut dire le processus de transport maritime, aérien, routier. Le processus, c'est pour ça que j'ai parlé des ports de Kribi, parce que je trouve que le port de Kribi, avant que je vienne sur votre émission, il y a une amie à Paris qui m'a appelé, me dit, mais dis donc, tu dis que tu vas sur une radio, on a eu cet échange-là, mais est-ce que tu peux pas parler de ça? Je lui ai dit que non, je ne veux pas. Mais il y a une très mauvaise utilisation du port de Kribi qui aurait dû être utilisée pour diviser les coûts d'approvisionnement au moins de 30 à 50% dans notre pays. Mais ce n'est pas utilisé comme il faudrait. On a encore une fois de plus mis le débat sur une affaire d'autoroute et de chemin de fer qui n'a rien à voir. Si on ne peut pas exclure ça non plus. Donc, tant que le supply chain là, il faut que l'État résolve la question du supply chain, de l'approvisionnement de nos usines. Et le coût, c'est-à-dire qu'il faut qu'il règle la question du transport maritime, il faut qu'il règle la question du passage dans nos ports, il faut qu'il règle la question du stockage. Je prends un exemple. Vous entendez parler du prix de la tomate qui fait du yo-yo sur les marchés, les pénuries de denrées alimentaires, les bassins agricoles ne sont pas désenclavés et notre pays, dans les bassins agricoles, il n'y a pas la chaîne de froid. Ceux qui connaissent un pays comme la France, imaginez le centre de la France où on produit les fruits et légumes. Imaginez le sud de la France aussi où on produit les fruits et légumes. Imaginez qu'on ferme tous les chambres froides. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas la chaîne de froid. Nous n'avons pas les silos de stockage pour les céréales. À partir de ce moment, ce n'est pas le grenier de notre grand-mère au-dessus des bambous qui va stocker la nourriture pour qu'on puisse nourrir 30 millions de Camerounais. C'était possible qu'on était 3, 4, 5 millions de Camerounais, mais ce n'est plus possible qu'on ait 30 millions de Camerounais. Donc il faut régler la question du stockage. Et ensuite, il faut régler la question du transport. Chez nous, en l'occurrence le transport fluvial, je dis bien le transport fluvial à l'intérieur du Cameroun. On a mis la charrue avant les bœufs, on est allé sur les routes alors qu'on avait le transport fluvial et le transport ferroviaire qui coûte tellement moins cher que le transport routier. Donc il y a des choses comme ça que l'État doit régler. Si l'État règle ça, c'est dommage, on n'a plus trop de temps. J'aurais pu aller en profondeur dessus. Le jour où l'État règle la question du supply chain dans notre pays, les coûts vont baisser de 50% et ça va mettre, sans créer de déflation, et ça va mettre notre pays à l'abri des crises comme les crises que nous avons en ce moment. Voilà. D'accord. Justement, si vous permettez, non, à une seconde, je ne peux pas laisser ça passer. Vous allez faire cette précision, je veux juste qu'on comprenne, c'est pédagogique. La question du supply chain, parce que beaucoup nous écoutent, c'est un terme très technique, mais c'est justement le thème qui est au cœur de la question de la hausse des prix. Techniquement, la supply chain désigne la chaîne d'approvisionnement ou le cycle de la chaîne d'approvisionnement. Fondamentalement, la supply chain représente les étapes d'approvisionnement du produit
processus productif et de distribution de la marchandise. Elle est constituée de différents flux. On les appelle flux physiques, flux d'information et flux financiers administratifs. L'enjeu principal est dans la gestion des flux. Alors maintenant, dans l'explication pratique, on peut prendre un exemple d'une entreprise de transformation basée au Cameroun qui décide de passer la commande de ses machines ou de ses matières premières en Europe ou en Asie. La supply chain commence donc à la passation de la commande, donc le bon de commande pour faire venir le blé, à la livraison de la marchandise dans l'entrepôt de l'acheteur au Cameroun. Donc le blé arrive au port et doit être stocké. Donc tout ce qui est dans ce processus-là, tout ce qui constitue la gestion des éléments liés à l'achat, de la livraison en Asie en passant par le transfert pré-acheminement jusqu'au port d'embarquement, incluant le fret ou le transport maritime jusqu'à la livraison à l'arrivée. Donc quand vous voulez acheter par exemple le blé je sais pas, en Turquie, vous n'allez pas au port, au port à Ankara pour prendre le blé. Hein. Vous allez acheter là où l'entreprise se trouve. L'entreprise, une fois que vous l'avez acheté là où l'entreprise se trouve, le temps de transport entre l'entreprise et le port, le temps que ça met entre le port et ici à Douala, le temps que ça met entre le port à Douala et là où vous entreposez le blé et la chaîne jusqu'à quand vous le transformez pour que nous ayons la farine et qu'on achète la farine à la farine et qu'on fasse le pain que nous avons le matin quand nous mangeons le pain. Donc, il y a tout un processus là-dedans et c'est tout ça qu'on appelle la supply chain. Et c'est au cœur de ce qu'on dit ce matin. Faites-vous précision. Oui. D'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. Le port, le port de Kribi, j'allais dire, ce n'était pas un projet pensé. Oui. C'était un projet qui est né un peu comme l'OUA. Parce que, en fait, l'OUA est né comment? D'après les Turcs, le nom même, l'Organisation de l'Unité africaine. Quand ils allaient là-bas, les chefs d'État parlaient, ils disaient qu'ils allaient créer l'Organisation des États africains. Et Ahmed Ben Bella les dit, traduisez-moi ça en anglais. On les dit, Organization of African States. L'OAS dit que non. Si je vais là, les Algériens vont dire que l'OAS, là, c'est un organisme terroriste. Et quelqu'un a lancé dans la salle, non, appelons donc Organisation de l'Unité africaine. On ne sait même pas celui qui avait donné la dénomination là. Hein. Et ça paraît, j'allais dire caricatural, mais c'est comme ça que ça s'est fait à Addis Abeba en 63. On a adopté. En contenu et rien du tout. C'est ça le port de Kribi. En réalité, le port qui avait le projet, c'est le port de Victoria, que vous appelez port de Limbé. Un jour, que d'une réunion, il faut faire des choses parce qu'il fallait procéder aux équilibres, j'allais dire régional, ainsi de suite. On dit, mais non, le président Biya peut sortir là, il n'y aura rien dans sa région. On dit, allons faire le port de Kribi. Mais qu'est-ce qui empêche de construire les deux? Justement, le Cameroun, c'est un pays. Voilà le problème. Oui. C'est pour ça que je dis, fais quoi, on va entrer dans les politiques. D'accord. Et tout ça. Et des mauvaises orientations politiques. Non, je vais terminer dans ça, ceci. Oui, on a oublié de rattacher le port de Kribi à la voie ferrée à Idéa. On a oublié des routes. Ça, on ne peut pas négliger ça. Maintenant, je termine. Mais il dit qu'il y a une possibilité de faire du transport fluvial. Oui, mais justement, je le dis donc, dans l'optique dont je vous parle là, à laquelle je vous fais allusion, les reproches qu'on a portés au gouvernement, il y en a un, je le cite, le professeur Martin Dendé. Il enseigne à l'université de Nantes. Il a son étudiante qui est même venue en prospection ici. Il a travaillé, je pense, 1 an ou 1 an et demi au port de Douala. Il s'appelle Pauline Gombokba. Pour la navigation intérieure en Afrique centrale. Parmi des propositions pour sortir, pour ne pas aller dans ce consensus de Washington, pour la voie communautaire dans ce truc, ça a été rejeté. Permettez-nous de laisser les même la zone franche, conclure. L'Office national des zones franches sert à quoi? Donc de Bonabéry à Victoria, que vous appelez Limbé, il était question de faire d'une zone franche. D'accord. Donc on allait créer des choses qui étaient destinées exclusivement à l'exportation. D'accord. Pour qu'on reste avec les devises. Alors, oui, Élisée Yonta, allez-y pour conclure. Je veux parler d'économie. Je ne veux pas parler des affaires domestiques, s'il vous plaît. Je veux parler d'économie. Je ne parle pas des affaires domestiques. Allez-y. Vous avez un problème. Vous vivez à Douala. Quand vous arrivez à Ndokoti, vous avez une compagnie multinationale qui est située en plein Ndokoti.
même pour des raisons environnementales. Je vous rappelle que la régie Renault était située à Boulogne-Billancourt. Quand l'urbanisation a atteint Boulogne-Billancourt en France, qui est en région parisienne, on a déplacé la régie Renault pour envoyer ça à l'intérieur du pays. Absolument. Voilà. On a même demandé de déplacer le marché Mbopi. Même le marché Mbopi. Laissons-le m'exprimer. Vous voyez, quand vous êtes exprimé, je vous ai laissé parler. Vous ne pouvez pas m'interrompre à tous les coups. Non, je vous ai laissé parler d'économie. Moi aussi, j'ai des choses dans le ventre. Je viens parler d'économie. Moi aussi. Quand je parle de supply chain, imaginez un instant, le gouvernement américain a mis de l'argent sur la table, 1,8 milliard de dollars, mais le gouvernement camerounais pouvait faire dans la dimension de notre pays. Pourquoi? Pour que les grandes entreprises de distribution, Amazon, Target, Walmart, etc., puissent créer un groupement d'achats en Chine et grouper tous leurs achats, avoir un pouvoir de négociation tel que c'est eux qui imposent leur prix aux armateurs, aux fabricants de conteneurs. C'est-à-dire qu'ils ont même monté leur propre usine en Chine pour fabriquer désormais leurs propres conteneurs et envoyer des marchandises dedans vers l'Amérique à plus de temps. Au Cameroun, le supply chain, vous avez entendu la définition que M. Éric Opoussi a donnée. Je serai le ministre du Commerce et de l'Industrie. Je réunirai tous les grands importateurs au Cameroun au départ de l'année. On les connaît. Au Cameroun, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité. Je les réunirai et avec l'ambassadeur du Cameroun, par exemple, en Chine ou en Inde, et je les amènerai à créer un groupement d'intérêt économique en Chine pour que toutes ces entreprises puissent désormais créer un groupement d'intérêt qui va centraliser les achats, les négociations de frais maritimes, etc., et mettre en concurrence les armateurs, les industriels, etc., etc. Vous n'avez pas le même prix d'achat ou de négociation quand vous venez pour 500 conteneurs, quand vous venez pour 50 000. À partir du moment où il parle d'une seule et unique fois, vous verrez les prix descendre de 30-40%. D'accord. Et le gouvernement dirait, puisque je vous permets d'avoir les prix de 30-40% au départ, je vous permets par conséquent aussi de répercuter les prix. On appelle ça un transfert. Ça veut dire qu'au lieu qu'on sorte 100 francs, on sort désormais 60 francs. Il y a une économie de 40 francs pour notre pays, en devise et en revient. D'accord. Je vous dis que je viens chez vous parler d'économie, je ne viens pas parler des affaires domestiques. D'accord. On va embarquer dans les affaires domestiques. Merci. C'est vous justement qui êtes dans les affaires. Parlons économie, on peut y aller. Ok, merci. On va s'arrêter. Là, on marque une courte pause. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. Votre matinale pédagogique et didactique comme chaque matin, c'est ici que nous mettons évidemment ces sujets et nous les mettons à un niveau très élevé. Vous comprenez pourquoi évidemment il y a ce débat d'un haut niveau. 670 54 70 49 656 62 22 22. Nous évoquons ce matin la question de l'inflation, de la hausse des prix au Cameroun et tout ce que cela implique comme on va dire affectation et même solution. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour vos invités là-bas. On vous appelle comment? Mouk. Nous vous écoutons. Vous voyez, votre invité vous dit qu'il ne parlait pas des choses domestiques. L'économie, c'est fait pour les culs, monsieur. C'est fait pour les autres. Vous voyez, il vous dénonce les théories des Européens, là, des Américains. Lui-même, il était théoricien. Quelle est la théorie qu'il a bien mis en place pour impacter sur l'Afrique? Vous savez, tant que les Africains ne vont pas comprendre, je ne peux pas prendre les coutumes d'un village ici pour venir développer mon village. Tant que les Africains ne vont pas comprendre que vous devez vous approprier vous-même vos propres concepts. Ne prenez pas les concepts des gens pour venir les transposer en Afrique. L'Afrique ne va pas se développer. Vous voyez comment nos intellectuels font? Ils prennent des choses comme ils sont eux-mêmes des théoriciens. Quelle théorie ils mettent en Afrique et ils conceptualisent pour que l'Afrique se développe. Et ils nous citent des Américains, les Français, eux-mêmes ils sont donc quoi? Ah, vraiment, bonne journée à vous tous. Merci pour cette contribution. Sur l'autre ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui. C'est pas pour l'émission. On vous appelle. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur Yonta aujourd'hui. Et je retiens au moins deux choses. C'est
que le franc CFA n'a pas que les dépôts, comme on nous le fait croire le plus souvent. Parce que l'hyperinflation dont il a parlé, c'est un cancer pour l'économie. Et jusqu'à maintenant, moi je crois que c'est le franc CFA qui nous permet de l'éviter. Et j'ai aussi appris que nos dirigeants passent le temps à tripatouiller les ratios économiques pour faire croire que ça va, alors qu'en fait ça ne va pas. Tout à fait. On vous parle de taux de croissance, de temps, de taux d'inflation, de temps, qui ne reflètent pas la vérité. Et puis, ça fait souffrir le bas peuple comme nous. Merci beaucoup. En tout cas, il a bien dit que le chiffre de 2% avancé par le gouvernement n'est pas bon, puisque si c'était 2%, on ne verrait même pas la différence. Mais évidemment, selon ses calculs, il met tout cela à 7% et plus. Allô, bonjour. Au 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Thierry depuis Dedo. Nous vous écoutons. Merci. Ce que je voudrais savoir par rapport à votre invité là, le Soprastein. Avant ça existait ici, Mbanga c'était un point de rencontre. Avant Mbanga, il y avait ce qui était un point de rencontre. Est-ce que je ne parle du Soprastein, il parle de les nouvelles routes de la loi, de la loi. Vraiment, appliquons ce qui est bien pour nous. Bonne émission. D'accord. On va évidemment demander à Élysée de renchérir. Allez-y, Élysée, avant qu'on ne mette un terme à l'émission de ce matin. Voilà pourquoi j'étais pas... parce que quand on essaie de me faire dire ce que je n'ai pas dit, malheureusement, ça donne la réaction de votre premier auditeur qui dit qu'on est ici pour réciter la théorie. Et je n'ai pas pu avoir eu le temps de développer ce que j'avais envie de dire. Lorsque je dis le supply chain, qu'est-ce qu'il appelle qu'on est en train de raconter la théorie sur vos antennes? Le problème que nous avons dans nos économies, parce que quand on dit la banque d'investissement, là, c'est quand on se lève tous les matins dans des pays comme l'Amérique, là, on fait fusionner les entreprises. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous dites je vais vendre un magasin. Le magasin vous dit nous avons 25 000 boutiques sur une enseigne, par exemple, comme Dollar Tree. Ça ne veut pas dire que c'est une seule personne qui a 25 000 boutiques. C'est qu'on a poussé, l'État a poussé les gens à fusionner pour faire une seule enseigne. Ça permet qu'ils achètent moins cher parce qu'ils sont nombreux. Ça permet qu'ils aient les camions. Donc, bref, que leur business réalise ce qu'on appelle des économies d'échelle. Je suis désolé, on va encore dire que la théorie, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Or, chez nous, quel est le problème? Les acteurs sont tout petits. Et si l'État veut lutter contre, veut faire baisser les prix, l'État doit pousser les acteurs, avant même de fusionner, il doit les pousser au moins à coopérer. Par exemple, moi, je serais le ministre du Commerce. J'aurais dit aux gens,